des abysses, la grande migration verticale avec Anthony Berberian et Christian Robert. Merci Elani. Anthony Berberian, donc, qui est à ma droite, et il va se présenter, mais qui travaille à l'hôpital de Taoné avec son co-auteur Fabien Michenet. Tu veux dire deux mots de vos carrières ou de quelle est votre profession avant de rentrer dans le vif du sujet? Bonsoir, donc moi je suis médecin hospitalier au CHPF et je travaille au laboratoire du Taoné. Et mon co-auteur est Fabien Michenet, c'est un ORL de l'hôpital. Voilà. Donc, il se trouve qu'en plus de leur vie professionnelle, qui doit être assez dense, j'imagine, Anthony et Fabien partagent une passion commune qui est la photographie. Et en particulier la photographie du monde animal. Sauf que eux, ils ne vont pas photographier des jaguars en Amazonie, mais ils se mettent la nuit au large, tout droit, devant Tahiti, et ils se mettent dans l'eau avec quelques lumières et ils photographient ce qu'ils voient, ils prennent des vidéos, ça c'est un petit exemple qui est derrière nous, de ce qu'ils voient. Ils font ça depuis nombreuses années. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Blackwater, de la photo d'images sous-marines la nuit? Comment ça vous est venu? Depuis quand vous faites ça? Alors on a commencé la photo sous-marine ensemble en 2011. On avait pour but d'essayer de photographier un peu la biodiversité du Fénois. Et dans ce cadre de l'exploration de la biodiversité du Fénois, on essayait d'aller sur les récifs comme tout le monde, et ensuite on s'est rapidement orienté vers des plongées qui ne sont pas faites commercialement, sur des zones qui sont peu étudiées, voire pas étudiées, sur des zones qui sont peu plongées. Et on a commencé à explorer les baies, les mises à l'eau, les endroits un peu pas forcément très, très glamour, pour chercher des nouvelles espèces, des petites bêtes. Et puis sur nos plongées récifales de nuit, on s'est rendu compte que pendant nos paliers de décompression, où on était suspendu un peu dans la colonne d'eau, on voyait passer des êtres étranges qui ne sont pas documentés dans les bouquins classiques d'exploration de la vie sous-marine. Et donc on a été curieux de ça, on a commencé à faire les photos et petit à petit on s'est de plus en plus éloigné et on a fini par plonger vraiment au large en sortant de la passe et en allant dans le chenal entre Tahiti et Moorea, la plupart du temps à peu près entre 3 et 5 km du récif, ça fait à peu près 7 km des côtes environ. Et là on a découvert donc toute la faune qui est issue des abysses et qui remonte la nuit pour venir s'alimenter. Alors justement, la grande migration verticale, c'est le sous-titre de cet ouvrage. Tu peux nous dire ce que c'est en fait? Alors c'est un phénomène qui est universel sur Terre, qui est assez peu connu du grand public, mais qui est ubiquitaire. Ça consiste en la description de la migration des espèces profondes qui remontent la faveur de la nuit pour venir s'alimenter dans les eaux superficielles. Et c'est la plus grande migration en termes de biomasse sur Terre. Elle a lieu quotidiennement, tous les soirs, partout, et elle est peu connue du grand public. Donc nous, on a voulu exploiter cette possibilité qu'on a ici à Tahiti, qui est quand même... c'est un biotope qui est particulier, parce que rapidement, dans le chenal, entre Tahiti et Moorea, on retrouve des profondeurs de plus de 1500, 2000, 2500 mètres parfois. Et donc on n'a pas besoin d'aller très très loin pour se retrouver vraiment en phase de la migration verticale. Cette migration, elle est assez bien étudiée sur le plan scientifique, mais difficilement saisissable in situ, dans l'environnement, parce que les méthodes d'étude des scientifiques, c'est essentiellement d'aller pêcher avec des filets à plancton à mailles de plus en plus fines pour remonter les espèces et les regarder en laboratoire. Et nous, on a pris le parti d'essayer de rencontrer ces espèces dans le milieu et de les photographier comme elles vivent, avec leur comportement naturel, leurs associations, leurs prédations. Et c'est ce qu'on a essayé de documenter dans l'ouvrage. Et donc, il me semble que je n'ai pas entendu la réponse. Depuis combien de temps vous avez cette activité nocturne? Alors, la première photo qui est dans le bouquin, elle date de 2011. Plus de 10 ans. Hein. Oui.
Et donc, je sais que vous avez inscrit ces images à divers concours de photos, de photographie animalière. C'est ça. Il me semble même que toi, tu en as gagné une. C'était quand? Parce que l'imaginaire, de la même façon que pour les migrations, on pense aux gnous. Je ne sais pas pourquoi, tout le monde connaît la migration des gnous. Personne ne connaît la migration qui est là toutes les nuits, depuis tout le temps, de partout. Et les photographies des animaux, on pense aux ours blancs. À quel moment, ou aux insectes, aux oiseaux, à quel moment vous avez mis des images comme ça de plongée sous-marine dans des concours? Alors la démarche des concours, c'est plus celle de Fabien que de la mienne au départ, qui était assez intéressé par ça. Et c'est vrai que quand on veut se démarquer dans un concours, on cherche un animal soit nouveau, soit... Alors il y a une recherche esthétique bien sûr, mais une recherche aussi d'originalité. Et là en fait, quand on a commencé à s'y plonger avec Fabien, on s'est rendu compte qu'on avait un terrain de jeu infini, avec des possibilités incroyables de documenter des espèces qui n'avaient jamais été photographiées vivantes, ou très peu, ou très mal. Et donc ça a été la démarche initiale. Après, oui, Fabien et moi, on a remporté plusieurs concours qu'on a présenté ces photos, qui étaient bien souvent les premières. Et oui, on a été primé à plusieurs reprises dans des concours internationaux très prestigieux. Et alors donc, tu disais tout à l'heure que c'était des plongées qui sont non commerciales, qui ne sont pas pratiquées ici, mais il me semble qu'il y a certains endroits sur la planète où les gens ont commencé à vendre du Blackwater. Alors à ma connaissance, les seuls à avoir vraiment exploité les plongées au large de nuit, initialement, sont les clubs de Hawaï. Et c'était les seuls à faire ça. Mais quand on a commencé, nous, à publier nos photos, à les montrer en concours, à gagner, donc où elles ont été médiatisées, ça a lancé une mode. Et maintenant, il y a de nombreux endroits sur Terre où ils proposent ce genre de plongée commerciale. Il y a le Mexique, il y a la Floride, il y a les Philippines, il y a le Japon, il y a plusieurs endroits. Alors, pour que vous compreniez un petit peu, je vais vous en montrer une d'image. C'est cette bébête là, je ne sais pas si vous la voyez, mais j'imagine qu'elle vous rappelle quelqu'un. Peut-être pas en fait. Vous allez au cinéma? Non? Bravo. Alien. Anthony, est-ce que tu veux nous dire un mot de cette phronime? Alors la phronime, c'est un petit crustacé amphipode, c'est une petite bébête qui a, semble-t-il, été à l'origine du monstre Alien pour le cinéma. Encore que l'auteur n'a jamais clairement exprimé l'association, mais aussi bien dans son anatomie que dans son comportement, cette bête semble être l'origine du monstre, parce que c'est un animal qui... alors évidemment, de près comme ça paraît effrayant, mais dans la vie c'est tout petit, ça fait moins d'1,5 cm la plupart du temps. Et c'est des animaux qui sont avec une tête allongée, une mâchoire armée qui est proéminente qu'on voit, deux paires d'yeux, une paire d'yeux latéraux et une paire d'yeux qu'on appelle tubulaires qui font que la tête est très allongée, et sur les photos on voit bien les fibres optiques qui amènent les facettes des yeux tubulaires vers les rétines qui sont situées derrière les rétines des yeux latéraux. Donc de grandes pinces assez terrifiantes quand on les regarde de près. Et c'est un animal qui a un comportement aussi assez spécifique, parce que il va parasiter un animal gélatineux qui vit au large, qui s'appelle, la plupart du temps ce sont des salpes, encore qu'on a pu documenter d'autres associations. Elle va rentrer dans une salpe vivante, la dévorer de l'intérieur, pondre ses petits à l'intérieur, et les petits vont dévorer la salpe avant de se libérer. Et donc ça rappelle effectivement la créature du cinéma. Et c'est quand même assez remarquable que c'est un crustacé très primitif, et la femelle élève ses petits, ce qui n'est pas habituel dans le monde des crustacés. Et dans le monde animal, c'est souvent les mammifères qui élèvent leurs petits, et les oiseaux, mais les arthropodes en général, ils élèvent pas leurs petits. Alors, donc là, les petits sont dans on a documenté la femelle avec les œufs, ensuite la femelle qui venait de pondre avec les petits dans les salpes, et la salpe qui se fait dévorer petit à petit de l'intérieur par les juvéniles. Voilà, elles sont là, mais enfin, elles sont un peu petites pour que vous les voyiez d'ici, mais c'est assez fabuleux, parce que c'est pas juste prendre une photo, c'est essayer de comprendre un mode de vie, de reproduction, voire de
de prédation. Je vais essayer de trouver d'autres images parce que alors des images bluffantes, c'est les vers marins. Voilà. Est-ce que c'est des choses que vous croisez souvent au large? Celle-ci, par exemple, où il y en a peut-être derrière moi qui est projetée, sont des vers marins. Quelle taille ça fait? Vous en voyez beaucoup? Alors, selon les périodes, selon les lunes et selon l'éloignement du récif, on croise différentes espèces. Les vers marins, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste. Dans une famille euh, qui est partiellement étudiée, parce qu'il y a très peu de spécialistes qui se penchent sur la question, il y a plus de 4600 espèces décrites, et probablement au moins 10 fois plus non décrites. La plupart de celles qu'on a retrouvées, on a pu les identifier au niveau du genre, mais pas de l'espèce précisément. C'est probablement nouveau. Il y en a qui sont bioluminescents, il y en a qui sont extrêmement colorés, il y en a qui sont complètement transparents. Il y en a qui ont des comportements saisissants de reproduction. C'est tout ce qu'on a essayé de documenter. Oui, on en voit souvent, mais pas souvent les mêmes. D'autres images ont espèce de parcourir, on parcourt une petite partie du livre parce qu'il y a 800 photos dans le bouquin, donc on ne va pas tout faire. Celle-ci, moi je la trouve adorable. Tu veux nous dire qui c'est, ce Zicella? Alors, c'est un juvénile d'un calmar qui s'appelle le Enops squid, en anglais, qui est pas fréquemment rencontré. On a dû le voir moins d'une dizaine de fois avec nos centaines, nos milliers d'heures de plongée au large. Et c'est un animal qui fuit la lumière, donc il est extrêmement difficile à photographier approcher. Pour ça, on utilise une lumière rouge qu'il ne voit pas, parce que cet animal ne voit pas dans le spectre du rouge. Et donc ça nous permet de l'approcher, de l'éclairer et de pouvoir le photographier. Et quand il est en chasse, il déploie ses tentacules de façon symétrique. Il ne bouge pas, il attend sa proie. Et ça fait ces photos, c'est spectaculaire comme animal. Et on voit sur l'animal les photophores, c'est-à-dire les petites cellules qui sont bioluminescentes, qui émettent de la lumière. Il y a toute une partie sous les yeux, qui sont des leurres qui permettent d'attirer les proies. Alors lui ne voit pas le rouge, mais ses proies voient le rouge. C'est assez bien fait. Et on a aussi tous les chromatophores sur le corps qui est transparent. Les chromatophores sont des cellules colorées qui peuvent se dilater ou se contracter et faire complètement changer de couleur et de texture l'animal en un clin d'œil. Une autre qui est assez impressionnante, cette larve-là, sur cette page-là. Regardez la tête qu'il a, ce petit poisson-là. Poisson des grandes profondeurs, mais là qui se retrouve presque à la surface. Alors, le titre du livre, on a parlé d'abysses parce que, évidemment, on n'est pas allé plonger dans les abysses, ce qui est techniquement impossible, mais on a pu rencontrer les animaux qui remontent des abysses à l'occasion de la migration verticale. Et ça, c'est une larve d'un poisson pêcheur de grande profondeur, que tout le monde connaît un peu dans ce genre de poisson dans Nemo avec le leurre bioluminescent. Et ça, c'est tout petit, hein, ça fait quelques millimètres. On voit le leurre qui commence à pousser. Et c'est des poissons qui vivent à plusieurs milliers de mètres de profondeur habituellement et qu'on a pu croiser en de très très rares occasions. Tout l'enjeu de ces plongées, c'était d'essayer de croiser les animaux des abysses. Ce qui est c'est un peu le thème de la narration des différents chapitres, c'est la démarche, comment on en est arrivé là et comment on est arrivé à trouver, par chance, des moments un peu de grâce où la vie des abysses était remontée et était tout autour de nous. Et parfois, en l'espace de quelques minutes, on a vu plus d'espèces de grands fonds qu'en 10 ans de plongée. C'est vraiment on se retrouve au bon moment, au bon endroit, dans le bon courant qui vient des grandes profondeurs. Et là, autour de nous, on a toute cette vie absolument stupéfiante. C'est des animaux qui sont à l'état de larve en général, parce que les adultes ne se feront pas remonter par les courants. Et qui profitent de cette migration verticale pour grandir, pour se transformer, pour se nourrir. Et ils ont des formes, des couleurs, des extensions. C'est absolument spectaculaire comme animal. Et c'est très peu connu, en fait. Pas particulièrement ici, mais partout dans le monde, il y a ces animaux. Et parce que c'est assez uniforme sur Terre, le fond des océans. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Les conditions de température, de pression sont uniformes. Et à certains endroits autour des cheminées géothermiques, la vie est à peu près semblable. Et donc,
Ce qu'on retrouve là, on peut le retrouver ailleurs. Alors un autre qui est coquet, mais plutôt sympathique par rapport à d'autres qui peuvent être un peu plus effrayants, le poisson ruban festonné. Là. Alors justement, la première photo du bouquin, c'est une photo de ce poisson ruban. Il s'appelle le Zoochrystatus. C'est un poisson qui, quand on l'a vu la première fois, on ne savait pas du tout ce que c'était. On a vu une espèce de petit truc qui bougeait et des extensions qui faisaient quasiment 2 mètres de long, qui partaient de sa tête, qui sont colorées. Et en s'approchant et en faisant les photos, on a reconnu le poisson qu'on a ensuite cherché à identifier. Et ça a été un de nos moteurs pour toujours aller plus loin et aller chercher d'autres espèces comme ça. C'était un poisson, quand on l'a photographié, au dire des spécialistes qui nous ont permis l'identification, parce qu'on cherchait ce que c'était, on ne trouvait pas dans nos références, dans nos livres, dans nos publications. On a dû faire appel à des spécialistes qui demandaient à d'autres spécialistes, et puis finalement on tombait sur la personne qui connaissait. En général, c'était des scientifiques très très pointus sur une partie, et quand il a identifié, il a dit c'est probablement la première photo vivante de cet animal jamais faite sur Terre, quoi. C'est ce qui nous a un peu motivés. Ouais, il y a une dimension aventure de ce bouquin qui est incroyable et sur leur quête en fait. Alors que bon, tout le monde sait qu'il y a encore une grande partie de la biodiversité qui est à découvrir. Là, il y en a une juste devant, quoi. Et personne, depuis que j'ai eu accès à ces images, j'ai beau en parler, personne ne sait. Regardez, celui-là, il est coquet aussi. C'est celui-ci là. Ça. Tu donnes ça à n'importe quelle personne de Titi pour dire, tu sais que c'est juste devant. Mais on savait pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont à Fidji aussi, hein, Larry. Alors ça, c'est un Callimacrodon. C'est un poisson qui vit très profondément. Ça, c'est sa forme larvaire. C'est très très difficile à approcher parce que ça fuit la lumière, et c'est très difficile à photographier parce que dès qu'il nous voit, il déploie ses ailes et il tournoie en plongeant vers le fond. Donc il faut se laisser plonger en arrière et en se laissant couler à essayer de le photographier. C'est tout un challenge. Mais ouais, quand on a des photos, on est très content, quoi. Parce que c'est des animaux effectivement qui vivent là. Et le peuple polynésien, qui est un peuple de marins, de pêcheurs, qui ont une grande connaissance de leur environnement et de leurs lagons et de leur océan, en fait, n'a pas accès à ces grandes profondeurs et ne connaît pas ces petites bestioles qui remontent la nuit. Et donc c'était intéressant de le photographier, quoi. Alors, on va passer chez les pyrozones, parce que ça, c'est aussi assez coquet. Donc, les pyrozones, je vais laisser Anthony expliquer. En fait, c'est pas une bébête, mais c'est une colonie de nombreuses petites bébêtes. Je te laisse expliquer, parce que tu... Alors, un pyrosome, c'est connu dans le monde entier, et ça vient du grec. Pyro, c'est le feu, et soma, c'est le corps. Et donc, dans l'Antiquité, ça avait été décrit comme des corps en feu dans l'océan. Les marins de nuit voyaient ces êtres bioluminescents qui font des flashs de lumière, et donc ils associaient ça à du feu dans l'eau, d'où le nom de pyrosome. Et en fait, c'est l'association, c'est des colonies flottantes d'animaux qui s'agglutinent ensemble et qui vivent en colonies et qui sont capables de développer de la bioluminescence. Il y a des flashs de lumière, des couleurs qui parcourent l'animal. C'est assez spectaculaire, et c'est vrai que quand on éteint nos lumières de nuit au large qui fait complètement noir, on peut voir de loin la lumière évanescente des pyrosomes. C'est assez stupéfiant, quoi. Bon, après, on a d'autres, on change de genre, on est sur ce que tu affectionnes. Donc là, ce sont des méduses, en l'occurrence, je crois, des méduses que vous avez identifiées, découvertes. Alors oui, celle de gauche, c'est une nouvelle méduse qu'on a découverte dans les eaux tahitiennes en 2014. Quand on l'a photographiée et qu'on a envoyé aux spécialistes pour identification, ils nous ont tous confirmé que c'était une nouvelle espèce qui n'avait jamais été vue, jamais été décrite. Du coup, on a pu la décrire avec l'aide du docteur Jacqueline Goua, qui est une spécialiste des méduses au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui a été vraiment très très aidante et étonnée, stupéfaite de nos photos, de toute notre documentation. Et du coup, on a pu décrire cette espèce, la nommer, lui donner une existence aux yeux de la connaissance humaine, ce qui n'était pas notre but initial, mais ça a été un bel événement dans notre parcours. Et puis, ça a engagé un travail qu'on est en train de finir sur l'inventaire des méduses du Fénois, qui n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant. Donc. Alors une autre, pareil, qui me semble-t-il est une autre espèce découverte, elle est coquette, celle-là c'est Perrier en fait. C'est une méduse qui a une forme assez incroyable. Alors ça, c'est une méduse stupéfiante. Elle est. On ne sait pas du tout ce que c'est.
Apparemment, ce sera associé aux cuboméduses, qui sont les méduses les plus toxiques et parmi les animaux les plus dangereux de l'océan. Elle a des couleurs absolument remarquables, une forme qui est complètement différente de tout ce qui est connu. Elle est relativement grande. Elle doit faire, je dirais, la corolle, c'est-à-dire le corps de la méduse doit faire entre 25 et 40 cm. Et il y a un seul tentacule unique qui part d'un des 4 angles du corps et qui doit faire 1,50 m à 2 m de long et qui, le long de son parcours, connaît des excroissances qui sont elles aussi colorées, dont la fonction nous est inconnue. Peut-être que ça mime des leurres ou des siphonophores lui permettant de pêcher, on ne sait pas. Le ptéropode. Alors, les ptéropodes, c'est des coquillages flottants qui vivent au large. Alors, les coquillages, tout le monde a l'habitude de les croiser sur le fond. Et en fait, c'est des coquillages qui flottent, tout petits, transparents. On voit tous les organes à l'intérieur. Et ils déploient un mucus pêcheur pour attraper le plancton microscopique et l'amener dans la bouche. Ça fait quelques millimètres. C'est tout petit. Prédation aussi, parce qu'il y a évidemment, tout le monde a compris que ces bébêtes remontent du fond pour venir manger le plancton, qui s'est gavé de lumière toute la journée. Donc c'est un univers assez violent quand même dans lequel vous plongez. Tu veux en dire un mot? Je suis en train de chercher si j'ai... Alors le principe, c'est effectivement ce qui motive la migration verticale. En fait, le principe, c'est que les 200 premiers mètres de l'océan, notamment ici où les eaux sont claires, peuvent être le siège de la photosynthèse, parce que la lumière traverse jusqu'à à peu près 200 mètres, ensuite il n'y a plus de lumière et c'est le noir absolu. Donc dans cette première couche superficielle des océans se déroule la photosynthèse. Il y a le phytoplancton, le plancton végétal, qui fait la photosynthèse et qui permet l'établissement de toute la chaîne trophique alimentaire de la vie des océans. Et les animaux plus gros qui s'en nourrissent se cachent durant la journée entre 400, 600, 1000, 2000 mètres de profondeur selon les espèces, attendent la nuit et remontent la nuit pour venir s'alimenter sur le phytoplancton. Et les plus gros mangent les plus petits et s'établit toutes les nuits toute la chaîne alimentaire trophique des océans du large qui dépend de cette couche superficielle. Il faut bien se rendre compte que 200 mètres de fond à l'échelle de l'océan, c'est pas grand-chose. La moyenne de profondeur des océans sur Terre, c'est 3800 mètres. C'est-à-dire que c'est des choses qui nous sont complètement inaccessibles. Et c'est juste la moyenne. Là, autour de Tahiti, on découvre très rapidement des fonds de 1500, 2000, 2500. Et rapidement, quand on s'éloigne, on est à 5-6 000 mètres. Donc ce sont des milieux qui sont inaccessibles, inexplorés. Et cette migration verticale nous permet d'en avoir un petit reflet la nuit, au large. Et effectivement, les prédations, du coup, sont... En fait, tout le monde est le prédateur de quelqu'un dans ce milieu. Tout le monde est en train d'essayer de survivre, de manger, de s'alimenter, de se reproduire dans le court espace de temps de la nuit qui est imparti pour tout ça. Et ensuite, dès qu'il y a la lumière du jour qui revient, les animaux replongent au fond. Tout le monde descend. Tout le monde descend, sauf le phytoplancton qui lui reste en surface, et disparaît. Les animaux ne bougent plus, parce qu'au fond, l'eau est très froide. Du coup, les métabolismes ralentissent et tout le monde se met au repos en attendant la prochaine nuit. Ce qui est très étonnant, c'est les scènes de prédation qu'on a pu voir. Toutes les espèces se nourrissent les unes sur les autres, mais il y a même des espèces qui sont cannibales, les calmars, et c'est quelque chose qu'on a croisé vraiment très fréquemment. On a vu des bancs de centaines de calmars, parfois qui chassaient autour de nous. Et ils chassent les poissons lanternes. Les poissons lanternes, c'est des poissons qui sont bioluminescents sur le ventre. Et c'est un leurre, en fait. Comme ça, les prédateurs qui les regardent de dessous, comme c'est éclairé, croient voir la surface de l'océan. Et de dessus, ils sont sombres, donc on croit voir le fond des océans. Et ils se cachent comme ça. Ils sont tellement nombreux, les poissons lanternes. C'est une des plus grosses biomasses existantes sur Terre. Les premiers sonars qui ont été développés pour scruter les fonds des océans ont décrit un fond stable et uniforme à 600 mètres, entre 400 et 600 mètres de fond. Et en fait, c'était le reflet des centaines de millions de poissons lanternes qui reflétaient les ondes des premiers sonars.
il y a cette couche de poissons qui est phénoménale, qui vit à 400-600 mètres de fond, tous ensemble, sans bouger, et qui remontent la nuit chasser. Alors les poissons lanternes, nous, on ne les voit que lors des lunes noires. Parce que dès qu'il y a de la lumière, on ne les voit pas. Et c'est des poissons qui sont très rapides, qui nagent en zigzag, qui sont incontrôlables. Et les calmars viennent s'alimenter sur eux. Et Alors, donc on tu a parlais des scènes de prédation, c'est extrêmement rapide, c'est très difficile à photographier parce que c'est en un millième de seconde que le poisson disparaît. Et on voit juste les écailles du poisson qui vient d'être dévoré par le bec du calmar. Mais de temps en temps, le calmar, il rate sa proie. Et il profite souvent de nos lumières, les calmars, pour chasser. Et quand il rate sa proie, il s'arrête une demi-seconde pour regarder autour de lui, pour essayer de chercher. Et pendant ce laps de temps, d'autres calmars se jettent sur lui et le dévorent. C'est très impressionnant. Et dès qu'il y en a un qui s'arrête de nager, une seconde, il est condamné à mort par ses collègues. Et ça, on a plusieurs illustrations de ces scènes de prédation. On va pas refaire toutes les images, mais je vous invite à aller voir le livre parce que c'est juste c'est une rencontre de quatrième type. Pour le commun des mortels que nous sommes, j'imagine, se mettre au large la nuit, c'est pas forcément quelque chose que moi je ferais comme ça naturellement. Il vous arrive de rencontrer des bestioles peu sympathiques ou à qui vous concurrencez un territoire de chasse ou, Alors, oui, effectivement, les premières immersions étaient très impressionnantes. On ne savait pas à quoi s'attendre et on n'a pas de sécurité en surface ou d'aide de gens qui nous aident. On laisse le bateau dériver et on plonge dessous et puis on met une petite lumière pour déranger le moins possible la vie, pour être dans le milieu le plus naturel possible, juste pour repérer le bateau au loin et le suivre. Donc on est plongé vraiment dans le noir absolu. Même les nuits de pleine lune, la lumière va passer 25-30 mètres de fond, il n'y en a plus. Et donc il y a ce côté un peu appréhension, mais qui finalement est très rapidement effacé par notre concentration sur les images. Dès qu'on voyait une bestiole transparente qui faisait des arcs-en-ciel, qui était mimétique, c'était complètement fou ce qu'on voyait au début. Donc rapidement, on ne pensait plus qu'à notre technique photo pour essayer d'immortaliser le moment, et on ne pensait plus aux prédations. On a rencontré des grands prédateurs de temps en temps. On a eu beaucoup de rencontres en revanche avec des animaux extrêmement toxiques dont il faut se méfier parce qu'ils peuvent être très très dangereux. Et ça, il y en a plein partout. Physalie, choses comme ça, tu veux dire? Des méduses, Alors il y a des méduses. Les cuboméduses, c'est des animaux qui peuvent être assez nombreux de nuit, qui peuvent être attirés par la lumière qu'on laisse sur le bateau. Et donc la sortie de l'eau parfois est problématique parce qu'on a des énormes cuboméduses qui tournent autour du bateau. Dont le corps est assez gros et dont les tentacules peuvent faire 2-3 mètres de long, très très fins, qu'on voit à peine. Et ça, il ne faut pas se prendre dans le tentacule parce que c'est extrêmement toxique, ça peut être mortel. Il y a des siphonophores, c'est des grands animaux, c'est parmi les animaux les plus longs du monde, ça peut faire 25 à 30 mètres de long. Et ça déploie c'est des colonies en fait, flottantes qui sont apparentées aux coraux. C'est comme si c'était des coraux mais flottants. C'est transparent et ça a des filaments pêcheurs et les filaments peuvent pendre sous l'animal sur des dizaines de mètres. Et alors, on en voit plein des petites siphonophores, quelques moyens, et de très très grands parfois. Il faut faire très attention parce que c'est dangereux. Quand on voit les poissons se prendre dans le filet pêcheur d'un siphonophore, il est tué instantanément par le venin. C'est impressionnant, comme s'il était électrocuté. Il ne peut plus bouger. Et d'ailleurs, c'est le seul moyen que ces animaux-là ont de survivre, parce que si le poisson a le temps de se débattre et de partir, ils n'ont aucune chance de le rattraper. C'est de la pêche passive, ils ne sont pas capables d'aller chercher l'animal. Donc leurs tentacules sont extrêmement toxiques pour tout de suite paralyser la proie. Et il ne faut pas tomber nous-mêmes dans le tentacule parce que ça peut être problématique. Après, on a vu des dauphins chasser les calmars qui chassaient les poissons lanternes. Ça a probablement été les moments les plus stressants parce que les grands dauphins qui chassent autour de nous, ça va très très vite. Ça crie partout, c'est très impressionnant. Et quand il y a des petits, clairement, les dauphins ils nous disaient de sortir de l'eau, qu'on était sur leur territoire et qu'il ne fallait pas qu'on reste. Et on n'est pas resté parce qu'on voyait bien que l'attitude était très agressive envers nous. On était sur leur territoire, on n'avait pas à être là et ils nous chassaient. Et on a eu quelques rencontres avec des requins. On n'a jamais vu de paratate sous l'eau. On a vu du requin bleu, ce qui est assez rare en Polynésie. Mais on en a vu 2 fois. On a vu du requin soyeux. Une fois un marteau qui était... Inquisiteur. Ouais, il a foncé sur Fabien. Okay. Et du coup, le marteau est parti en profondeur et Fabien est parti en surface.
Non, il n'y a plus de son. Ah, c'est revenu. Ouais, ça y est. Penser en 4 plongées, grosso modo. Rapidement, nous dire pourquoi, ou 4, 3, non, c'est 4. Pourquoi ces plongées? Alors la démarche a été de faire une narration de pourquoi, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui nous est arrivé pendant ces plongées et quelle a été la démarche. Donc le premier chapitre, c'est comment on est passé de on plonge de nuit sur le récif à on se retrouve au large tout seul sur un petit bateau et on va plonger voilà, ça c'était la démarche. Pourquoi on en est arrivé là. Le deuxième chapitre narratif, c'est le récit de notre première plongée, notre première expérience qui était vraiment saisissante parce que c'était la première fois qu'on voyait ces animaux, qu'on croisait ces bêtes et qu'on ne connaissait pas et on était stupéfait à chaque minute de cette plongée par ce qu'on voyait. Parce qu'il y a des arcs-en-ciel bioluminescents, il y a des arcs-en-ciel iridescents, il y a des êtres complètement transparents, d'autres complètement changeants de couleur instantanément, des êtres qui vont très très vite, d'autres qui vont tout doucement, d'autres qui se laissent porter, d'autres qui chassent. Enfin, c'est vraiment stupéfiant. La troisième partie narrative, c'est la plongée la plus exceptionnelle qu'on a faite. Ça a été un moment qu'on n'a jamais pu retrouver. On ne sait pas ni comment ni pourquoi, mais on s'est retrouvé au bon moment, au bon endroit. Et c'est ce dont on parlait au début. On s'est vraiment retrouvé dans un courant qui venait du grand fond. Et en l'espace de 20 minutes sur cette plongée, on a vu plus d'animaux de grande profondeur emblématiques, inaccessibles habituellement, que les 5 ou 6 années précédentes. Quoi. Juste en 20 minutes. C'était vraiment incroyable comme moment. Et la dernière partie de la narration, c'est la fin de la plongée, la remontée, et tout ce qu'on peut croiser alors, à la fin de la plongée et sous la surface. Et sous la surface, c'est tout un monde stupéfiant aussi. D'animaux, de vie qui s'est organisée juste sur les derniers mètres sur la surface, voire les derniers centimètres. Et ça, c'est la partie narrative du bouquin. Et après, il y a les parties explicatives où, par rapport aux photos, les documentations qu'on a pu avoir et les informations qu'on a pu recueillir pour expliquer comment vivent ces animaux, qui ils sont, avec qui ils vivent, comment ils s'associent, comment ils se reproduisent, comment ils chassent, comment ils survivent dans cet environnement qui est quand même particulièrement hostile. La profondeur maximum de vos plongées, c'est... Alors, on plonge pas en recycleur pour ces plongées-là, on plonge à l'air, c'est-à-dire en plongée standard, parce que pour suivre les animaux, on est amené à faire beaucoup d'allers-retours et de profondeurs différentes, ce qui est un peu difficile à gérer pour la décompression, donc on s'est fixé des règles et on a essayé de mettre des protocoles pour assurer notre sécurité, mais c'est vrai qu'on ne fait pas des plongées classiques standards. Donc on ne pouvait pas se permettre d'être trop chargé, trop lourd en matériel avec le recycleur. Donc on plongeait standard à l'air, et donc le limite de la plongée à l'air, c'est 60 mètres. 60 mètres, c'est déjà beaucoup. Donc j'imagine... On ne va pas souvent à 60 mètres, mais quand un animal incroyable nous y amenait, on le suivait, quoi. Je parle à ça surtout pour l'histoire du palier au retour. Ça doit être extrêmement long quand même. Quand tu es au large comme ça la nuit, que tu es obligé d'attendre. On a eu des paliers qui étaient un peu difficiles, mais en fait, parce qu'il y avait des animaux un peu agressifs autour de nous, mais c'est ce dont je parlais. Hein. C'est pas le plus souvent. C'est pas le plus souvent. Le plus souvent, les paliers sont pour nous une opportunité de croiser encore des animaux incroyables. Chaque fois qu'on était au palier, on rencontrait des nouveaux animaux. On avait des nouvelles photos à faire, des points de vue différents. Le travail photographique, là, on a essayé d'être le plus détaillé, le plus exact, le plus précis, le plus fidèle possible. Et donc, quand on avait des photos correctes de certains animaux qu'on croisait, et qu'on avait la chance de les recroiser, on voulait toujours faire mieux, toujours améliorer, et avoir la photo la plus parfaite possible. Donc non, les paliers, ils passaient vite, parce que en fait, on sortait quand on n'avait plus de possibilité de faire autrement, quoi. Bah, là, c'est une réalité. Les photos dans ce livre sont fabuleuses. On ne va pas rentrer technique et savoir quelle est la marque de l'appareil, mais ils sont bien équipés parce que là le rendu est exceptionnel. Je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un s'il y a une question à poser. Et sinon, je vous invite à aller voir ce livre. Ne serait-ce que le feuilleter, ça vous fait vos rêves pour les 8 nuits qui arrivent. Il y a une question peut-être? Non? Ben? Merci. Est-ce que vous étiez bien habillé avec des combinaisons qui pouvaient vous protéger des toxicités de ces animaux? Oui, dans la mesure du possible, on mettait toujours une combinaison intégrale. Si on peut, on mettait des gants, des bottines, mais en fait, les filaments
qui peuvent être toxiques. Parfois, ils nous ont piqué juste entre le masque et le détendeur, juste au seul endroit où on n'était pas protégé. D'accord, merci. Donc ça arrive, malgré toutes les protections. Any questions? Alors, exceptionnellement, oui. Oui, bien sûr, il le dédicace et Anthony, du reste, avec Titawa, vont partir très bientôt sur un festival à Nantes qui s'appelle Nature Nomade, dont Titawa est l'invité d'honneur. Et Anthony, il présentera une exposition de photos dans une librairie de Nantes. Et pour aller faire de la promo, parce qu'il se trouve que cette exclusivité qu'on a ici, et ce sont des bêtes d'ici, est-ce qu'on peut parler de territoire sous-marin? C'est intéressant, les grands fonds, à qui ça appartient. Même si là, elles sont les mêmes de partout, c'est quelque chose qui a été très peu documenté. Il y a eu un seul livre sur les abysses, et encore, c'était des photos prises d'un sous-marin qui n'ont rien à voir avec la qualité de celle-ci. Et elles sont sexy, évidemment. Donc, c'est un petit peu un livre incroyable qui va être porté au monde, et c'est quelque chose qui vient de Tahiti. C'est assez rare. Donc, nous, on est hyper contents d'avoir publié ce livre. Merci. Tu veux dire un mot pour finir, peut-être une petite anecdote? Là, c'est marrant les images, parce que là, on voit une béroé, c'est un petit cténophore, donc c'est un être gélatineux qui fait des arcs-en-ciel lumineux quand il est éclairé. Ça, c'est une salpe. Tous les organes sont concentrés dans le petit noyau orange. Ça, c'est une crevette. Ça, c'est un juvénile de ski. Ça, c'est un petit poulpe, tout petit, qui doit faire 1 millimètre. Parfois, sur certaines plongées, on sortait de l'eau, on avait des dizaines de poulpes accrochés à nous, qu'on remettait dans l'eau, on les détachait un par un de tout notre équipement partout. Ça, c'est des cténophores, c'est bioluminescent. Il y en a certains qui sont très très gros et d'autres tout petits. Ça, c'est des formes de vie qui sont parmi les plus primitives au monde. Ça fait plus de 500 millions d'années que ça existe sous l'eau. Et ce rythme naturel de la migration verticale est à la base en fait, de toute la vie sur Terre et n'est pas connu. Donc c'était une chance de pouvoir le documenter, quoi. Là, on voit le cténophore avec ses filaments pêcheurs. Ça, c'est des filaments qui sont collants, ils ne sont pas du tout urticants. Il attrape ses proies en les collant. Et après, il les amène vers sa bouche. Ça, c'est des phylosomes, c'est des larves de crevettes qui sont complètement plates, complètement transparentes. Et le plus souvent, elles sont associées à des méduses. Elles flottent dessus et dévorent la méduse en même temps. Ça, c'est des cténophores qui peuvent être assez grands. Ils peuvent faire 25 cm de taille. Et ils ont des filaments pêcheurs qui sont recroquevillés. Là, c'est une crevette qui flotte sur un petit radiolaire. Les radiolaires, c'est les formes de vie multicellulaires les plus primitives qui sont apparues sur Terre. Ça, c'est des colonies de salpes qui flottent en synchronisation, mais en fait, chaque individu peut se séparer et vivre de façon autonome. Ça, c'est un siphonophore qui a déployé son filament pêcheur, et extrêmement toxique, et qui a un petit flotteur au-dessus rempli de gaz pour flotter. Et là, il fuit la lumière. Là. Il est en train de s'en aller. Voilà, et pour ceux qui ont 2-3 minutes à perdre, mais en fait c'est à gagner, on a fabriqué un petit sous-marin qui est cette espèce de construction grise là, qui est là-bas, à l'intérieur de laquelle, c'est fini pour aujourd'hui, mais à partir de demain, on passe les petits films comme ça avec de la musique, et on se met à l'intérieur du noir et on se fait une petite immersion sans se mouiller, sans avoir peur, personne ne nous mord. Donc demain, si vous avez l'occasion, allez voir, c'est quelque chose d'assez bluffant et assez proche, j'imagine, de ce qu'on peut vivre, si ce n'est qu'on n'est pas harnaché d'un équipement. Merci beaucoup, Anthony. C'était passionnant. Enfin, moi, j'ai trouvé passionnant. Bonne soirée et puis à bientôt. Merci.